Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire animé par Reliance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, juste un tout petit mot pour vous présenter Reliance, qui est un acteur mutualiste européen qui fait référence en matière d'assurance et de management des risques pour les acteurs de la santé du territoire et qui agit notamment en protection sociale et en management des risques RH et on propose toute une gamme de services pour accompagner vos politiques de prévention. Donc aujourd'hui, le webinaire qui va nous animer est autour de l'optimisation de vos process de gestion pour maîtriser votre absentéisme. Et puis, je vais être accompagné de plusieurs personnes, puisque on a souhaité sur ce sujet vous faire la part de plusieurs points de vue différents. Donc, on aura Renaud Ambiel, qui est juriste protection sociale pour Reliance, qui, comme son nom l'indique, nous abordera plutôt le point de vue juridique. Nous serons accompagnés aussi de Sandrine Lézian, manager prestation statut, qui nous parlera plus de ce qu'est un bon process de gestion. Et puis, nous verrons Ophélie Mathieu, qui nous parlera plus particulièrement des services et notamment l'expertise et la contre-visite. Et puis Christelle Martin, qui est directrice gestion des services, qui nous parlera, elle, de l'ensemble des autres services que l'on peut proposer pour optimiser nos process de gestion. On aura un petit focus aussi, petite pastille spéciale SDIS et sapeurs-pompiers volontaires, qui sera présenté par Mathieu Rivière, responsable grand compte SDIS. Et puis, donc, moi, je vous accompagnerai sur l'animation de ce webinaire pour la petite demi-heure qu'on va passer ensemble. Juste, je vous représente 2-3 petits éléments d'animation. Vous pouvez tout à fait poser vos questions dans l'onglet questions que vous voyez en bas à droite de votre écran. Et puis, si vous avez la moindre difficulté de son, d'image ou autre, vous pouvez aussi interagir dans le chat et vous aurez Audrey Berger qui n'apparaît pas à l'écran, mais qui est là pour vous accompagner dans la manipulation du webinaire. Donc, sans attendre, je vous propose de commencer avec Renaud. Et donc, Renaud, donc juriste protection sociale. Une petite question pour commencer. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, quels sont les points d'attention lorsqu'on prend ce titre « Optimiser vos process de gestion ». Eh bien, quels sont les points d'attention auxquels on doit faire attention, du coup, pour assurer une bonne gestion administrative? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Alors globalement, de façon générale, il est déjà nécessaire de bien connaître les différents congés pour raison de santé en fonction du statut de l'agent pour avoir une gestion administrative efficace. D'autant qu'on l'a vu ces dernières années, le droit statutaire a fait l'objet de nombreux changements. Alors du coup, au regard du temps qui est imparti à chacun, on a choisi de faire un focus sur 3 points. Le premier concerne la notion d'accident pour les agents qui sont affiliés à la CNRACL. Si on prend un exemple, c'est par exemple un fonctionnaire qui sollicite la reconnaissance d'un accident de service suite à un choc anxio-dépressif qui est survenu à l'occasion d'un entretien d'évaluation. On a vu que la jurisprudence définissait l'accident comme un événement précisément daté et déterminé, caractérisé par sa violence et sa soudaineté à l'origine de lésions ou d'affections psychiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée, auquel on ne saurait assigner une origine et une date certaine. Or, par principe, un entretien d'évaluation, c'est quelque chose qui est prévisible et normal dans la carrière d'un agent. Ça ne correspond pas à l'événement soudain et violent qui est susceptible d'être qualifié d'accident. Une exception, c'est si le supérieur hiérarchique a tenu des propos ou a eu un comportement qui excède l'exercice normal de ce pouvoir hiérarchique. On pourrait citer des insultes ou de la violence physique. Dans ce cas-là, pour que l'agent puisse voir son accident reconnu comme imputable au service, il doit apporter des éléments suffisamment probants pour établir la matérialité des faits. Il convient également de souligner le rôle primordial de l'enquête administrative, qui passe notamment par le recueil des témoignages, qui peuvent être directs ou indirects. Un petit point d'alerte sur cette enquête administrative, elle ne doit pas être menée par une personne qui est mise en cause. Sinon, l'agent pourrait en contester l'objectivité et remettre en cause l'arrêté qui serait pris sur la base de cette enquête.
Et le principe, c'est que s'il n'y a pas de fait accidentel, donc pas d'événements violents ou d'insultes, il n'y a pas d'accident de service. Donc dans ce cadre-là, il est inutile de faire une expertise avant de saisir le conseil médical, puisqu'on va se baser sur un refus uniquement administratif et non médical. La définition qu'a donnée l'accident la définition qu'a donnée la jurisprudence de l'accident permet également de distinguer la maladie de l'accident, puisque sur un accident, il faut un événement précis et déterminé, alors qu'une maladie, c'est plutôt un événement qui s'étale dans le temps. Ainsi, on a pu voir certaines juridictions qui, pour des syndromes dépressifs déclarés en tant cas d'accident, ont refusé la demande de l'agent parce que justement ça remplissait pas les conditions de la maladie, mais c'était de l'accident. Ça remplissait pas les conditions de l'accident, mais c'était de la maladie. Et dans ce cadre-là, la collectivité, l'employeur public, n'est pas obligé de requalifier la demande de l'agent. Il peut juste la rejeter en motivant l'arrêté, bien sûr, en disant que les conditions de l'accident ne sont pas remplies et qu'en l'espèce, c'était de la maladie pour la dépression. Autre point qu'on souhaitait aborder, c'est tout ce qui est délai d'envoi des certificats médicaux et délai de déclaration pour le CITIS. Alors, c'est important, ces deux délais ne doivent pas être confondus. Le délai d'envoi d'un arrêt de travail, il est de 48 heures. C'est-à-dire, c'est le temps imparti à l'agent pour justifier médicalement de son absence à son employeur. Le délai, il commence à courir le jour de l'arrêt de travail, le jour où l'arrêt de travail a été établi par le médecin traitant, et il est décompté en jours calendaires. Si je prends un exemple, un arrêt qui est prescrit le 3 avril, l'agent il a jusqu'au 5 avril inclus pour faire parvenir son certificat médical. Il y a une toute petite subtilité, c'est si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Et vous le savez, en cas d'envoi tardif, l'employeur doit informer l'agent que s'il réitère un envoi tardif dans les 24 mois, il pourra avoir sa rémunération réduite de moitié. Alors, ce délai est différent de celui qu'a l'agent pour adresser sa déclaration aux fins de bénéficier d'un CITIS. Dans le cadre d'une déclaration pour un CITIS, selon qu'il s'agisse d'une maladie ou d'un accident, le délai diffère. Alors, on va juste regarder celui pour l'accident parce qu'on n'a pas le temps de voir tous les délais dans le détail. Pour un accident, le délai est de 15 jours. Mais il faut bien faire une distinction selon que les conséquences de l'accident se révèlent immédiatement, par exemple une jambe cassée, et une pathologie qui est à évolution différée, par exemple un choc post-traumatique survenu suite à une altercation violente. Pour le cas où la conséquence se révèle immédiatement, le délai se décompte comme suit. Donc, on ne compte pas le jour de l'accident, et après, on compte 15 jours. Et c'est sur le même principe, si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. S'il s'agit d'une pathologie à évolution différée, dans ce cas-là, l'agent a un délai de 2 ans à compter de l'accident pour transmettre son certificat médical, mais le certificat médical, il doit être transmis dans les 15 jours à compter de la constatation médicale. Il y a quelques exceptions qui permettent d'avoir un délai plus long. C'est tout ce qui est cas de force majeure ou une impossibilité absolue, par exemple, comme une personne dans le coma, qui ne permettrait pas de respecter le délai. Mais en dehors de ces exceptions, on est bien sur ce délai de 15 jours. Dernier point que nous souhaitions aborder, c'est les principaux cas de saisine du médecin agréé et du conseil médical par l'employeur public dans le cadre des contrôles et des expertises qu'il peut diligenter. Alors, s'agissant des risques professionnels, l'employeur qui instruit une demande de CITIS peut, si les circonstances le justifient, faire procéder à une expertise médicale. Ça lui permet notamment de rechercher un éventuel état pathologique antérieur. Lorsqu'il bénéficie d'un CITIS, lorsque l'agent bénéficie d'un CITIS, l'employeur peut faire réaliser une visite de contrôle à tout moment, sachant que cette visite doit être faite au moins une fois par an, au-delà de 6 mois de prolongation du congé initialement accordé. Donc ça, c'est une obligation qui s'impose à l'employeur. Dans le cadre de la maladie ordinaire, l'employeur peut également faire diligenter une visite de contrôle à tout moment par un médecin agréé, le but étant de vérifier le bien fondé de l'arrêt maladie.
sachant que là aussi, il y a une obligation de diligenter une visite de contrôle quand l'arrêt maladie a atteint au moins 6 mois consécutifs. C'est ce qui vient remplacer l'ancienne expertise que faisait le comité médical à l'époque, après 6 mois de congé maladie ordinaire consécutif. Enfin, dernière possibilité dans le cadre des CLM-CLD, l'employeur public doit, à l'expiration des droits à plein traitement, faire procéder à un examen médical de l'agent au moins une fois par an. C'est une nouvelle obligation statutaire qui a été imposée suite à la réforme du conseil médical et de la commission de réforme, qui sont devenus maintenant du comité médical, pardon, et de la commission de réforme qui est devenu conseil médical. Voilà les principaux cas qu'on venait de connaître. Merci Renaud. Alors, juste une toute petite précision d'ordre sur le webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, dans l'onglet questions, ça nous permettra de les recenser, puis on prendra un temps en fin de webinaire pour répondre au maximum de questions. Si jamais on n'a pas répondu à toutes les questions, on vous enverra avec le lien du replay les réponses aux questions, puis on vous enverra aussi le support qui est présenté, donc vous l'aurez dans le lien. Donc ceci étant dit, merci Renaud pour ces petits points d'alerte juridique pour bien gérer son process de gestion. Donc maintenant je me tourne vers Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour. Tu es responsable d'une équipe prestation statutaire et tu es aussi notre experte en process de gestion. Donc, selon toi et selon ton expérience, qu'est-ce qu'un process de gestion efficace des absences et quels sont les points clés qui justement le rendent efficace? Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, un bon process de gestion, pour moi, est efficace. Il repose en amont sur la définition de procédures, non seulement pour la déclaration, mais également pour le suivi des absences. Généralement, les procédures existent pour la déclaration. Elles sont beaucoup moins formalisées pour le suivi et pourtant, c'est tout aussi important. Si je prends l'exemple de la déclaration, en fonction de l'organisation de votre collectivité ou de votre établissement, il faudra identifier tous les acteurs de ce processus, évidemment l'agent, le service des ressources humaines, les managers ou le responsable de service, mais également le conseil médical et le médecin de prévention. Il faudra définir et recenser le rôle et les obligations de chacun, définir clairement. Et dans tout ce recensement, préciser également les délais de déclaration et de transmission des justificatifs, c'est-à-dire tenir compte de ce qu'a évoqué Renaud auparavant. La procédure doit être claire et partagée sur tout ce que chacun doit faire. La procédure, elle doit être communiquée auprès de tous ces acteurs et dans l'idéal, être accessible. Dans certaines collectivités ou établissements, elle est même accessible sous l'intranet. Elle est présente sous de forme d'affiches simplifiées dans des salles de pause. Elle a pu faire l'objet également de transmission avec des bulletins de salaire. L'essentiel, c'est quoi? Clair, transmise à tous. Il faut également qu'elle soit revue régulièrement en fonction des modifications de votre organisation, mais également des évolutions réglementaires qui sont fréquentes ces derniers temps. Concrètement, si je prends l'exemple du CITIS, en fait, la procédure de déclaration, elle devra décrire comment, quand l'agent doit déclarer son accident, sous quel délai et à qui il devra transmettre les documents et auprès de qui. Il faudra également définir qui délivre les attestations de prise en charge qui permettent de bénéficier du tiers payant. Avant de délivrer les attestations, il faut en principe un contrôle, c'est le mieux dans l'idéal, un contrôle a priori de l'imputabilité. Si l'attestation de prise en charge est délivrée par le service des ressources humaines, en général, ce contrôle est fait. Si les attestations sont délivrées par le manager, si vous êtes dans une grande collectivité, un grand établissement où la délivrance des attestations est décentralisée, il faut à ce moment-là sensibiliser les managers ou chefs de service à la délivrance de ces attestations. La délivrance de l'attestation de prise en charge n'est pas systématique. Dans l'idéal, comme je disais, il vaut mieux faire un contrôle a priori de l'imputabilité. Et ce n'est pas parce que l'attestation est délivrée de suite qu'on ne reconnaîtra pas l'imputabilité plus tard. Il faudra également définir la procédure de reconnaissance d'imputabilité. Il faudra qu'elle soit précisée. Il est important de statuer rapidement et de façon régulière et en toute connaissance des textes réglementaires, et notamment en connaissance, comme Renaud l'a évoqué, de la définition de l'accident de service et de la maladie professionnelle. Selon la taille de votre collectivité ou établissement, une commission d'imputabilité peut être mise en place.
Dans tous les cas, concernant l'imputabilité, il faudra analyser les circonstances de l'accident, éventuellement demander une enquête administrative complémentaire si les circonstances ne sont pas assez précises ou s'il y a un doute. Et dans un deuxième temps, on pourra déclencher éventuellement une expertise médicale en cas de doute sur les lésions. Voilà concernant la déclaration. Mais au-delà de la déclaration, il est intéressant également de mettre en place un processus efficace pour le suivi des absences. Mettre en place ce processus permet d'avoir une vision au plus juste des absences et pouvoir gérer ainsi les remplacements. Suivre les absences aussi, ça permet d'être réactif en prévoyant, en anticipant les obligations réglementaires comme le passage devant le conseil médical. Enfin, en suivant les absences, on pourra prévoir également le recours au contrôle médical en fonction de critères qui pourront être prédéfinis. Je prends l'exemple des arrêts de travail. On pourra définir qu'un accident de travail, après X jours d'arrêt, une expertise devra être mise en place ou faire un contrôle sur les arrêts fréquents. Ça, vous devrez définir ces critères-là en fonction de votre collectivité ou établissement, en fonction de son absentéisme, s'il y a moyen, s'il faut agir sur tel ou tel domaine. Ces absences, elles peuvent être suivies dans un tableau de bord selon des indicateurs que vous aurez définis, permettant de déclencher les actions, passage devant le comité médical, mise en place d'une expertise, mise en place de contre-visite. Je laisserai mes collègues en parler beaucoup mieux que moi. Vous pouvez également utiliser l'application liste des arrêts qui sont disponibles sur l'espace client. La liste des arrêts n'est pas forcément utilisée, pourtant elle donne plusieurs visions de l'absentéisme et des focus sur certains domaines qui peuvent vous aider à suivre votre absentéisme. Et je finirai en disant qu'il est important de conserver le lien avec l'agent durant toute son absence, ce qui permettra de faciliter son retour à l'emploi. Merci Sandrine. Donc, même sanction. N'hésitez pas à poser vos questions et puis on les regardera en fin de webinaire. Je me tourne désormais vers Ophélie. Bonjour Ophélie. Donc, tu es responsable des équipes de contrôle médical pour Reliance. Est-ce que tu peux nous parler plus spécifiquement de la contre-visite et de la place de la contre-visite dans nos process de gestion qu'on est en train de regarder ensemble? Et donc, dans ce cadre de ce process et dans le cadre d'une bonne gestion administrative, quelle est cette place? Comment est-ce que doit se mettre en place la contre-visite, l'expertise, et puis surtout, quel est le moment le plus important de les mettre en place? Bonjour à tous, merci Régis. Donc, comme tu l'as dit, je vais vous présenter deux des services pour lesquels vous pouvez nous solliciter et qui sont organisés par l'équipe contrôle médical. Certains d'entre vous nous connaissent peut-être déjà. Donc, nous proposons deux services qui sont totalement différents avec des objectifs complémentaires qui sont d'un côté la contre-visite et l'expertise. Donc, la contre-visite a pour but uniquement de justifier l'arrêt de travail au jour du contrôle. Donc, elle peut se positionner sur des arrêts maladie ordinaire, mais aussi accident du travail. Lorsque vous avez un doute sur la validité de l'arrêt, vous nous sollicitez et nous, on mandate un médecin généraliste pour déterminer si au jour du contrôle, l'arrêt est toujours médicalement justifié. Il est important dans la mise en place des contre-visites de respecter plusieurs choses. Dans un premier temps, il faut intervenir le plus rapidement possible. Dès la connaissance de l'arrêt, nous solliciter rapidement pour qu'on puisse intervenir et mettre en place le contrôle médical tout de suite. Et à la réception des résultats du contrôle, que nous, on vous transmettra de manière immédiate, immédiatement après le contrôle, c'est d'entamer les démarches en fonction des résultats du contrôle. Pour faire suite aux résultats du médecin contrôleur pour demander, par exemple, à votre agent de reprendre son travail ou de justifier de son absence s'il ne s'est pas présenté, étant donné que le contrôle médical, votre agent doit s'y soumettre, c'est une obligation de sa part. Quant à l'expertise, donc là, on est sur un objectif totalement différent. L'expertise va intervenir dans les risques accidents du travail, maladies professionnelles, tout au long de la vie d'un sinistre pour valider dans un premier temps l'imputabilité médicale
du sinistre, hein, valider que les lésions présentées sur les certificats sont bien en corrélation avec ce qu'a déclaré l'agent, mais également valider la prise en charge des arrêts de travail et des soins, fixer éventuellement les modalités et les conditions de reprise, ainsi qu'une date de consolidation. Donc, plus un sinistre va durer dans le temps, plus il sera important de faire un suivi régulier et de mettre en place des expertises au fil du temps afin de s'assurer toujours que la prise en charge de l'agent est toujours correcte. Voilà ce que je pouvais vous dire donc, pour ces deux services, et je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions par la suite. Merci Ophélie pour ce focus sur ces deux services spécifiques. Donc maintenant, je vais passer la parole à Christelle. Donc, bonjour Christelle. Donc, tu diriges les services qui permettent de réagir et limiter l'impact suite à des événements. Et donc, là, on vient de voir deux services spécifiques qui sont la contrevisibilité et expertise. Mais est-ce qu'en complément, tu peux nous dire quelques autres services qui peuvent être utilisés? Et puis, même question, finalement, quel est le bon moment, enfin, quelle est leur finalité, quel est le bon moment pour utiliser ces différents services? Donc, en effet, on a voilà, le groupe Reliance met à disposition voilà, de ses clients différents services. Donc, au-delà de la contre-visite et de l'expertise qui est souvent utilisée, on a des programmes d'accompagnement en termes de soutien psychologique individuel, collectif. Nous avons aussi des parcours de reclassement professionnel. Et puis, donc, on a aussi, dans le cadre c'est pas forcément dans la gestion des sinistres, mais dans l'accompagnement pour réduire le coût d'un sinistre, la mise en œuvre de recours contre tiers. Et donc, je vais d'abord faire un focus sur la partie soutien psychologique. Et pour tous ces services, je dirais ce qui est important. Donc là, aujourd'hui, vous êtes présents, mais ce que je vous invite à faire, c'est informer et sensibiliser aussi vos équipes et responsables peut-être de services, de tous ces services qui sont mis à disposition et qui peuvent aider les agents qui se retrouvent dans une situation d'arrêt de travail qui peut être compliqué pour eux à gérer psychologiquement. Donc, on a ce rôle et vous avez aussi ce rôle de les accompagner. Donc, on vous invite à communiquer et à transmettre les informations que l'on vous donnera. Donc, dans le cadre des programmes de soutien psychologique, nous avons différents programmes. Donc, sur l'individuel, je vais d'abord faire un focus sur l'individuel. On a un programme repère, donc là, qui est basé sur un certain nombre de séances, environ 20 séances, qui permet en effet de venir en soutien d'une personne qui rencontre des difficultés. Ça peut être d'ordre professionnel, mais personnel, ou les deux cumulés. Et en complément, on a le programme ressources qui est sur la même base, on va dire sur le même fonctionnement, avec un nombre de séances limité. Mais à côté de ça, on mettra un accompagnement social, parce que des fois, derrière ces souffrances voilà, liées au travail ou sur le plan personnel, les personnes ont besoin d'être accompagnées sur ce plan voilà, et tout ce qui peut être administratif, les aider dans des démarches. Voilà, donc on a ces deux types de programmes de soutien psychologique et un complément sur la partie ressources en termes d'accompagnement social. On a un programme qui s'appelle aussi le programme Réaction. Donc là, c'est d'intervenir assez rapidement suite à un événement traumatique. Alors, on est plutôt suite à un accident, une agression, pour pouvoir, on va dire, intervenir immédiatement. Donc là, c'est vrai que vous, en tant qu'employeur public, vous êtes acteur et il est important de vous rapprocher rapidement de nos équipes pour agir le plus vite possible et limiter peut-être en effet la durée ou éviter un arrêt de travail et limiter dans le temps peut-être les prolongations. Donc là, on est sur un programme de 5 séances. Et puis, donc, on a aussi à disposition des décideurs un programme donc individuel qui s'appelle Atlas, qui a été aussi, on va dire, aménagé en fonction de l'évolution et des besoins. Donc, Atlas, où on va être sur du soutien psychologique avec environ 20 séances aussi. Et ou parfois, à l'inverse, c'est pas forcément du soutien psychologique, mais ça peut être du coaching. Voilà, on le voit et on a des évolutions et on a eu des besoins. Et avec la période, on va dire qu'on a rencontré en 2020, donc ce sont des programmes qui se sont développés et donc que l'on met à disposition des décideurs, des collectivités et des établissements de santé.
Donc ça, c'était sur la partie individuelle. Et donc sur la partie collective, on en peut intervenir aussi et vous proposer des services suite à un événement traumatisant ou des collègues qui ont vécu et qui ont vu une situation, on va dire, et là, c'est pas très drôle, mais voilà, une situation réelle où un collègue a sauté par la fenêtre, malheureusement, voilà, est décédé. Et donc, il est important d'agir rapidement, de débriefer avec un psychologue qui pourra en effet permettre aux personnes de s'exprimer sur leur ressenti, sur la manière dont ils ont vécu cet événement traumatisant et surtout de surmonter en effet un tel choc. Hein. Voilà, donc ça c'est un exemple, mais il y en a bien d'autres malheureusement. Mais voilà, ce sont des services qui fonctionnent bien et qu'il faut mettre en place rapidement parce que c'est vrai que tout à l'heure Régis disait, mais quand le mettre en place, dès que vous avez connaissance en tout cas d'une personne en difficulté, donc dans le cadre de la gestion, on peut l'identifier, mais pas toujours, surtout quand on va être sur des risques autres que l'AT. Et il est important de les mettre en place rapidement pour agir rapidement et aider rapidement ces personnes à se sortir d'une difficulté voilà, qui pourrait finalement entraîner des prolongations d'arrêt de travail. Au-delà du soutien psychologique aussi, on a 2 programmes de maintien dans l'emploi. Donc là, on est sur le programme Chance. Programme Chance, c'est dès lors où un agent va être reconnu comme inapte avec une inaptitude totale ou partielle par la médecine professionnelle et préventive, eh bien, on peut mettre en place des programmes pour vous accompagner, pour mobiliser les différents acteurs et experts pour trouver des solutions, proposer un nouveau poste pour qu'il puisse retravailler sur un poste qui correspond à son handicap suite à un accident de la vie privée, mais aussi un accident du travail. Donc, on a ce type de programme. Et puis, dernièrement, il y a pas très longtemps, on a mis le programme Tremplin. Donc là, programme Tremplin, on est plus sur un accompagnement voilà, des agents qui sont en réflexion sur leur devenir professionnel. Aujourd'hui, nos structures et vos structures voilà, se transforment. Il y a des évolutions, des changements organisationnels, un vieillissement de la population, une usure professionnelle. Et donc, du coup, il y a des agents qui ont besoin en effet d'être guidés, d'être accompagnés. Et on offre ce programme qui est totalement digitalisé, mis à disposition des agents. Alors, c'est vrai qu'il faut avoir quand même une certaine appétence avec les outils informatiques, mais on a des retours très positifs et ils sont accompagnés en distanciel, mais il y a des entretiens en visio, il y a des modules d'e-learning. C'est un module assez complet et qui accompagne l'agent et on a des retours vraiment positifs sur ces accompagnements pour se positionner sur un autre poste, hein, pour évoluer, pour s'orienter vers une autre activité. Et puis la dernière partie, donc là, on va sortir du soutien psychologique et maintien dans l'emploi, le recours contre tiers. Recours contre tiers qui a un impact, en tout cas, sur l'absentéisme et sur le coût de votre absentéisme. Ce qui est important, c'est de le détecter aussi assez rapidement. Donc, le service recours va récupérer donc auprès de la compagnie du tiers qui a causé le sinistre, eh bien, les sommes restées à votre charge, non couvertes par votre contrat. Et on va le faire sur les risques assurés et non assurés, dès lors où vous avez un contrat d'assurance. Donc, c'est important de les détecter assez rapidement. Néanmoins, si toutefois vous avez des circonstances, ça peut être un accident de circulation, ça peut être un accident de vie privée avec un animal. Voilà, il y a tout un tas de situations et de particulières qui peuvent engager la responsabilité d'un tiers. Et donc, on peut engager voilà, ces procédures et sur une partie ou du contrat non assuré, sur des franchises, des charges patronales. Donc, on va récupérer ces sommes et puis, donc, voilà, vous les reversez et parce que plus la durée de travail, malheureusement, des fois, est longue et plus ça va être coûteux et tout n'est pas pris en charge par le contrat. Et c'est là où l'équipe recourt à toute sa valeur à vous assister dans la gestion de ces recours puisque tout est géré en intégralité par nos équipes. Voilà, et on fait, il y a 10 ans pour enclencher une procédure de recours contre tiers. Donc, si vous avez oublié de détecter des recours à ce jour, voilà, on a 10 ans à compter de la date de consolidation. Merci. Sur ma partie. Merci Christelle. Je vais me permettre de répondre à 2-3 questions qui sont tombées en parallèle. Alors, ces programmes qui sont présentés, ils sont inclus dans le cadre de vos contrats d'assurance, mais en fonction de vos contrats d'assurance et des garanties que vous assurez. Donc, pour ceux qui nous ont posé cette question, le plus simple, c'est que vous reveniez vers nos services pour que
qu'ils identifient en fonction de votre contrat, dans quelles conditions ils sont inclus ou pas. Pour continuer, donc merci encore une fois Christelle. Pour continuer, on voulait faire un petit focus sur la gestion d'agents bien particuliers, enfin la gestion d'arrêt pour les agents bien particuliers qui sont les sapeurs-pompiers volontaires qui sont dans des collectivités territoriales. Donc je vais laisser la parole à Mathieu. Bonjour Mathieu, qui est responsable grand compte pour les SDIS. Et donc qui souhaitait, nous avons invité parce qu'il souhaitait aussi échanger avec vous sur cette particularité des sapeurs-pompiers volontaires. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce sujet, Mathieu? Avec plaisir. Merci Régis et bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'ai souhaité pouvoir partager avec vous cette évolution juridique qui est la loi Matras et qui, pour le coup, vient impacter les SDIS d'un côté, mais pas que, puisque les communes de moins de 10 000 habitants sont aussi concernées. Dans un premier temps, pour faire vraiment le focus sur l'impact auprès des SDIS, sur ces sapeurs-pompiers volontaires, il vient impacter notamment la partie des frais médicaux, pour lequel aujourd'hui, il y a deux notions qui sont apparues. La première qui est le reste à charge zéro, notamment sur les trois types de soins qui sont le dentaire, l'audiologie et l'oculaire, l'optique, pardon, pour lequel effectivement il y avait des plafonds de prise en charge qui étaient ceux de la sécurité sociale, mais qui ont été réévalués. Dans un second temps, on a aussi les actes hors nomenclature qui peuvent être proposés ou en tout cas dont peuvent bénéficier les sapeurs-pompiers volontaires, comme par exemple de l'ostéopathie suite à un accident. Mais pour ce faire, il faut que le médecin du SDIS confirme la possibilité de le faire. Le seul certificat médical ne permet pas de le mettre en place. Il faut vraiment que ce soit validé par le médecin du SDIS. Pour la seconde partie, et c'est surtout celle-ci sur laquelle je souhaitais intervenir, c'est sur notamment quelque chose qui a été un peu vécu comme une injustice pour certaines collectivités parce qu'ils devaient effectivement prendre à leur charge l'accident de ce sapeur-pompier volontaire puisqu'il était employé, enfin, il était fonctionnaire territorial, agent affilié à la CNRACL, et donc il prenait en charge tout ce qui relève de l'accident de travail, donc aussi bien la partie des indemnités journalières que des frais médicaux. Depuis la mise en place de cette loi, donc en novembre 2021, les communes de moins de 10 000 habitants ont la possibilité de demander le remboursement aux SDIS du préjudice financier subi. Donc, ça comprend effectivement les indemnités journalières, mais chargées, donc l'ensemble du traitement de l'agent, mais aussi des frais médicaux au vu de la loi de 91, qui est celle qui encadre un peu le volontariat, on va dire, de nos sapeurs-pompiers volontaires. C'est très important, cette notion de pourrait, puisque sans manifestation des communes et sans connaissance de cette nouvelle loi, jusqu'à présent, la commune continuera de prendre en charge le dossier. Et d'ailleurs, dans les process de gestion, et c'est aussi ce qui nous importe aujourd'hui, si demain vous avez un employé communal qui est sapeur-pompier volontaire et qu'il se blesse, vous devez en fait prendre en charge au niveau de la commune l'ensemble de l'accident de travail, donc la partie des indemnités journalières et des frais médicaux, et ensuite présenter un titre de recette en fait directement au SDIS pour que vous puissiez en avoir le remboursement. Petite précision aussi, pour les collectivités qui sont assurées par ailleurs, il ne faut effectivement absolument pas déclarer et à son assureur au niveau de la commune et en demander le remboursement au SDIS, parce que ça s'apparenterait à quelque chose qui est une notion notamment d'enrichissement qui est complètement interdit par le Code des assurances. Donc, le gère en auto-assurance, comme si on n'était pas assuré, et ensuite, on présente le titre de recette directement au SDIS afin d'être remboursé effectivement de l'ensemble de la période d'arrêt de l'agent. Merci Mathieu. Donc, sur cette question bien particulière de la loi Matras, donc on va vous proposer une petite question. Vous allez voir dans le sondage. Bah voilà, vous la voyez apparaître. Est-ce que vous souhaitez, enfin si certains d'entre vous souhaitent en savoir plus sur la loi Matras et sa mise en œuvre dans vos collectivités, bah, n'hésitez pas à répondre oui pour que on puisse reprendre contact avec vous le cas échéant. Et puis, en guise de conclusion, et en attendant que vous répondiez, on voulait aborder
on voulait aborder un dernier sujet qui est la place du manager, parce que là, en fait, on a fait quand même un focus sur le process de gestion, comment est-ce que les services RH vont mettre en place un certain nombre de dispositifs. Et je voulais juste revenir sur le fait que, et Sandrine Lézion en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est que ce n'est pas un dispositif qui doit être porté uniquement par les services RH, et que ça concerne un petit peu tout le monde, et ça concerne aussi le manager. Et notamment, le rôle du manager, il est important. Donc, on essaie de faire une petite frise sur 4 moments clés, finalement, dans le cadre de l'arrêt. Il y a tout d'abord, avant l'arrêt, si on veut bien gérer l'arrêt lorsqu'il se produira, il faut déjà s'assurer que tout le monde ait bien connaissance de quels sont les process de déclaration. Est-ce qu'ils sont identifiés, est-ce qu'ils sont connus, est-ce qu'ils sont communiqués aux agents. Ça sera déjà un premier point qui permettra d'accélérer les procédures. Mais il y a aussi le premier secours, parce que l'arrêt, ça peut être aussi un accident qui a été vécu dans le cadre du travail. Donc, est-ce que les procédures de gestion et de premier secours sont bien connues, sont bien identifiées et bien mises en place, donc, ce qui permettra d'être efficace au moment de l'arrêt. Donc, tout d'abord, pour gérer bien les premiers secours, avant tout, encore une fois, si on est dans une situation d'accident, avant tout, c'est de limiter les conséquences de cet accident et donc de gérer au plus vite les premiers secours, et puis s'assurer ensuite qu'on a bien transmis les déclarations, alors qu'on soit dans le cadre de l'accident ou dans le cadre de tout autre type d'arrêt. Et puis le manager aussi, il a sa place dans les enquêtes qui vont suivre l'accident notamment, que ce soit l'enquête administrative ou l'enquête de prévention. Donc, le manager doit aussi avoir son avis à apporter sur le sujet, sur ce qui se passait au moment de l'accident, ce que faisait l'agent, quelles étaient les consignes, quels étaient les matériels utilisés, quel était l'environnement, etc., etc. Pendant l'arrêt aussi, alors là, c'est forcément toujours un petit peu plus délicat, ça va dépendre des situations et ça va dépendre aussi de la relation que vous avez avec votre agent, mais dans la mesure du possible et dans le respect des volontés de l'agent, c'est de garder contact pendant l'arrêt. Alors, c'est très bête de le dire, mais je l'écris quand même. Tout d'abord pour prendre des nouvelles. On est avant tout collègues. C'est une équipe, c'est des managers, mais c'est aussi des collègues. Donc, on prend des nouvelles des uns des autres. Mais c'est aussi donner des nouvelles de l'organisation, de ce qui se passe, surtout sur les arrêts qui sont un petit peu longs, parce qu'il peut y avoir des nouveaux arrivants, il peut y avoir des nouvelles façons de faire, il peut y avoir des nouvelles organisations. Donc, c'est important de tenir informé l'agent pendant toute la durée de son arrêt. Et puis ça permet aussi de commencer à identifier les issues possibles de l'arrêt et les conditions de reprise. Et puis notamment, si on doit commencer à envisager des modifications d'activité ou des modifications de poste, on peut déjà commencer à en discuter pendant l'arrêt. Et puis, il peut y avoir un certain nombre aussi de dispositifs qui peuvent se mettre en place. On citait Tremplin tout à l'heure, présenté par Christelle. C'est typiquement un dispositif qui peut commencer à se mettre en place pendant l'arrêt. Encore une fois, en fonction de la volonté de notre agent. Et puis, pour finir, il y a le retour. Là aussi, le rôle du manager est important pour le retour. L'agent revient, alors après un arrêt plus ou moins long, le retour, ça ne suffit pas, il faut l'accueillir. Il faut peut-être voir dans quelles conditions son retour se fait. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans la collectivité? Est-ce qu'il faut aménager son poste? Est-ce qu'il faut aménager son activité? Est-ce que de manière très provisoire? Alors, bien sûr, en lien avec la médecine de prévention et la RH, mais c'est aussi au manager de se poser ce type de questions et puis de préparer l'équipe si nécessaire. Si on a un agent qui doit revenir sur un poste aménagé, des fois, ça peut ne pas être compris par l'équipe. Et puis, surtout, suivre dans le temps la bonne réintégration. Donc voilà, c'est en guise de conclusion, je voulais évoquer ces différents sujets. Et puis, on va aborder les questions que vous avez posées. Alors, c'est très, très, très nombreuses. Alors, je vous remercie. Alors, ça veut dire que le sujet intéresse. Et donc, par avance, je m'excuse, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais on y répondra via le replay. Mais n'hésitez pas, il y a aussi deuxième sondage qui va apparaître. Si vous souhaitez qu'on reprenne contact avec vous pour échanger sur une situation particulière ou sur un sujet bien particulier, n'hésitez pas à nous le dire là pour qu'on prenne
le temps de vous recontacter. Donc, on va essayer de regarder les questions ensemble dans les 5-10 minutes qui nous restent. On va essayer de prendre une ou deux questions sur chacune des thématiques. Alors, excusez-moi par avance, ça va forcément être aléatoire. Donc, Renaud, on va commencer par toi. Donc, une question que j'ai retenue sur la CLM-CLD. Donc, on nous pose la question, la visite médecin agréé annuelle n'est obligatoire qu'à l'expiration des droits plein traitement. Question, et si je prolonge en CLM d'année 2 et en année 3, est-ce que je peux le faire sans visite annuelle? Je crois que ton micro est coupé, Renaud. Pardon, la visite doit être faite donc au terme de la période à plein traitement. Il y a une visite annuelle qui est faite. Si le CLD est prolongé à nouveau pour 1 an, il doit y avoir à nouveau une visite annuelle au cours de cette année. Et ainsi de suite jusqu'à l'épuisement des droits. Et à l'épuisement des droits, le conseil médical est saisi pour savoir si l'agent peut être soit réintégré, soit placé en disponibilité d'office. Et enfin, c'est les questions traditionnelles sur l'inaptitude, etc. Mais il y a bien, à l'épuisement des droits à CLM, tous les ans, une visite annuelle qui doit être faite par l'employeur public. Très bien, merci, merci Renaud. Alors, une autre question que je vais prendre moi, sur l'analyse de l'accident. On pose la question si l'analyse de l'accident est-elle obligatoire par un assistant de prévention? Alors, une enquête de prévention dans les textes, c'est obligatoire après chaque accident, alors qu'elle soit faite par l'assistant de prévention ou par quelqu'un d'autre, il n'y a pas d'obligation particulière. Bien sûr, l'assistant de prévention est un bon acteur pour le faire, mais il ne peut pas le faire seul. Donc, celui qui en a l'obligation finalement de faire une enquête après chaque accident, c'est le CST. CST, alors pour ceux qui ont plus de 50 agents, ça sera votre CST. Pour ceux qui ont moins de 50 agents, c'est le CST du centre de gestion. Donc, vous imaginez bien qu'une enquête après chaque accident est rarement possible de la mettre en place systématiquement. Mais elle va forcément être intéressante. Enfin, si vous avez les compétences en interne, eh bien, effectivement, c'est pas inintéressant de se poser la question pour chaque type d'événement qui a été apporté. Déjà que l'enquête administrative, est-ce qu'elle vous apporte suffisamment d'informations et est-ce qu'elle vous interpelle sur les conditions dans lesquelles l'accident s'est réalisé? Et là, effectivement, une enquête de prévention pourra venir compléter ces informations. Mais sur les papiers, effectivement, elle est obligatoire pour chaque accident. Une question peut-être pour Ophélie. Sur la mise en place des nouveaux certificats médicaux sans date de fin de soins, comment peut-on évaluer leur durée avant de clôturer du dossier? C'est peut-être si c'est Ophélie ou Renaud. Je pense qu'on peut répondre tous les deux. En tout cas, sur la partie contrôle médical, c'est vrai que aujourd'hui les médecins n'ont plus l'obligation d'établir des certificats de prolongation de soins. Malgré tout, pour valider la prise en charge des expertises, on a besoin de savoir qu'il y a une continuité de soins, qui se poursuit. Donc, on fait appel aux justificatifs de soins que l'agent peut fournir, comme des prescriptions de kiné, des factures. Donc, on va s'assurer qu'il y a bien une continuité de soins, malgré le fait que le médecin ne veuille plus établir de certificat en ce sens. D'accord, merci. Une petite question pour Mathieu. Si une commune demande le remboursement au SDIS, est-ce que le SDIS demande ensuite le remboursement à l'assurance? Alors, le SDIS peut le faire si toutefois, effectivement, il a mis en place un contrat spécifique Matras pour lequel, effectivement, actuellement, si le SDIS n'a pas fait d'évolution, n'a pas inventé ses contrats actuels, cette population considérée, les SPV communaux ne sont pas considérés dans les contrats actuels, donc il faut mettre en place un contrat spécifique.
Très bien, merci Mathieu. Et donc, on va prendre une dernière ou deux dernières questions autour du rôle du manager. Donc, si l'agent a-t-il le droit de ne pas être contacté? Je leur rejoins avec une autre question sur certains agents vivent mal les appels des services de l'employeur, manager RH, comment agir dans ce cas? Effectivement, c'est avant tout dans le respect de l'agent que ça doit se faire. Si l'agent ne souhaite pas être contacté, il n'a pas à être contacté en dehors des obligations statutaires normales de convocation à des contre-visites ou des expertises qui se font dans le cadre de ce qui est permis par le statut. Mais effectivement, si l'agent ne souhaite pas être contacté, il faut bien sûr respecter sa décision. Il est 14h15, on en arrive au terme du temps que l'on souhaitait consacrer avec vous. Donc, c'est frustrant pour tout le monde là, de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions. Mais encore une fois, on vous y répondra par le lien qui vous sera envoyé avec le replay. Je remercie toutes les personnes qui ont parlé cet après-midi. Donc, on a essayé d'avoir plein de personnes pour rendre l'échange un petit peu dynamique. Et je vous remercie à toutes et à tous de vous être inscrits et d'être venus très nombreux, ce que je vois. Et je vous donne rendez-vous aussi le 22 juin prochain pour notre prochain webinaire qui se déroulera dans le cadre de la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur ce prochain webinaire. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.